5, bonjour et bonsoir tout le monde, peu importe quand vous nous écoutez, bienvenue à ce 4e épisode des Sommeliers de la lutte! Je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie de mon bon ami Pierre Gastonguay. Comment ça va bien? Ça va bien, très bien. J'ai un peu dit comment ça va bien. 10 sur 10 en ce moment. Parfait. Génial. Ah, très content d'être là. Hey, merci tout le monde de continuer à nous écouter, continuer à faire les téléchargements. N'hésitez pas à en jaser à vos amis, à votre entourage qui aime la lutte autour de nous. On aime ça vous entendre. Puis on a reçu quelques commentaires, Pierre, dans les derniers jours. Wow! Tout d'abord, puis n'hésitez pas à les faire. Hein, là, on se répète un petit peu, là, mais n'hésitez pas à aller sur la page Facebook des Sommeliers de la lutte. Vous allez liker ça. On va faire un post à chaque épisode où vous allez écrire vos commentaires là. On en a posté dans les derniers, mais n'hésitez pas à aller de ce côté-là si vous nous écoutez sur les podcasts, votre plateforme de podcast. On va essayer de rediriger les commentaires vers notre page Facebook. Sinon, si vous nous écoutez en vidéo sur YouTube, vous pouvez les faire directement en dessous des commentaires. Puis si jamais vous êtes un petit peu plus gêné ou vous nous connaissez plus personnellement, n'hésitez pas à nous écrire aussi, à nous les dire comme ça. Et moi, j'en ai reçu 2 nice. dans mon inbox privé, Pierre. J'ai tout d'abord... Dans ta boîte courriel. Dans ma boîte courriel, j'ai reçu un de mes amis, Max, qui m'a dit « Bel job les gars. Vous vous améliorez rapidement. » Fait que merci Max pour ça. Je sais pas si ça veut dire qu'on était dégueulasse dans le premier, mais bon. Vous êtes un peu à chier au début, là, ça va pas pire. Fait que c'est le fun. Fait qu'on va espérer continuer à s'améliorer. Et sinon, il nous dit aussi un commentaire constructif, puis j'ai trouvé pertinent. Ne vous attardez pas trop sur les moves et les enchaînements dans un match. Seulement les beaux spots et quand ça veut dire quelque chose. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est juste nous dire c'est quoi les bons moments et s'il y a un des mouvements qui amène un peu plus de choses dans l'histoire, là on va en parler, mais pas nécessairement faire tous les enchaînements. Fait qu'on prend ça en note. Absolument. N'hésitez pas si vous êtes d'accord là, avec ce que Max a dit de nous le dire aussi, parce qu'on va essayer de s'ajuster. C'est ça, n'hésitez pas d'envoyer des commentaires constructifs comme ça. Envoyez-nous pas chier littéralement, là, ça fait mal au cœur un peu, mais des commentaires constructifs, on va les prendre. Nous, c'est le premier podcast qu'on fait. Ouais. On veut s'améliorer, on veut devenir bon, on veut devenir intéressant. Puis, faut pas oublier qu'on est des gros nerds de lutte. Fait que pour nous, parler d'un match de lutte en nommant instinctivement les noms des moves et tout ça, ça nous vient naturellement. Fait que, merci du commentaire. Puis, on est prêt à s'ajuster pour que tout le monde ait du plaisir. Mais ça reste que des fois, on va dropper quand même le nom de certaines moves parce qu'on est des gros nerds. Exact. Ouais. Mais je pense que le côté, c'est juste de pas s'attarder à bien les nommer chacun. Oh non, c'est ça m'a amené. Faut avancer. C'est ça, on dit ce qu'on a dit, puis si le move, on l'a pas tout de suite, on enchaîne sur le prochain, on va juste expliquer ce qu'on veut dire, mais merci pour le commentaire. Sinon, j'ai aussi reçu Elisabeth qui nous a écrit. Ça, c'était face au dernier épisode, à l'épisode sur l'épisode 3, où j'ai parlé de ma théorie de CM Punk, de sa première promo à Raw. Alors, elle nous dit, je trouve intéressante ta théorie sur Punk. Vont-ils jouer là-dessus par la suite? Point d'interrogation. Je ne crois pas. Mais peut-être que CM Punk le pense de cette manière aussi. Donc, merci Ellie aussi de nous écouter, de nous être revenu sur cette théorie-là que j'ai mis de l'avant. Puis, je pense qu'on va plus en parler dans le prochain épisode, l'épisode 5, suite à la promo de CM Punk à SmackDown qu'il y a eu cette semaine. Mais bon, hein, on voit que ça a un peu fait réagir ce que j'ai dit, mais j'ai eu des bons commentaires, fait que merci de me l'avoir partagé. Ouais, mais cette théorie-là m'a trotté dans la tête toute la semaine. Fait comme, c'est bon, mais c'est bon. Ils peuvent aller nulle part avec ça, mais le sous-texte c'est écœurant si c'est vraiment ça, j'adore ça. Ben, parfait, merci Pierre. Puis sinon, toi Pierre, cette semaine, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, là? Ma vie personnelle, à part la lutte, parce qu'on écoute beaucoup de lutte, j'ai décroché un peu, j'ai été voir de la famille dans le coin de Verchères, dans le Grand Montréal, à l'extérieur de la ville, là. On a fait un feu à l'extérieur, dans la cour en arrière, parce qu'il y a une belle grande maison avec une belle grande cour, ce qu'on n'a pas à Montréal, à moins d'être millionnaire. Puis on a fait un feu, fait que ma barbe, c'est encore la boucane. C'était hier, ça. Puis, J'adore que quand t'as une barbe longue, t'es capable de la prendre et de la sentir comme ça. Ah oui, puis des fois, je peux me garder des lunchs là-dedans, là. C'est pratique, une barbe, là. Moi, je me perds en forêt, là, je n'ai pour 2 semaines à pouvoir grignoter ce qui tombe dans ma barbe, c'est malade. Moi, pour vrai, j'ai pas la même
Genre, j'ai pas la même patience. En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai comme des petits tics là, quand je suis en train de penser ou en train de faire. Fait que moi, c'est interdit dans mon couple d'avoir une barbe aussi longue que toi. Parce que sinon, elle finit trop dans ma bouche de Ouais. manière, genre, juste quand je réfléchis ou tout Ah, ça. juste de, Fait ok, que... comme si. Ouais, c'est ça. Puis là, ça devient un petit peu dégueulasse. Déjà Fait que que je fais juste... des cheveux longs détachés, ça peut Mais finir les cheveux là. longs, on dirait, ça me tente pas de les C'est pas. manger. Mais ma barbe est à côté. Puis des fois, tu sais, t'es juste en train de la... Fait que là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est une interdiction que j'ai dans mon couple. J'ai pas le droit de la prendre, Je comprends. ma barbe, Je aussi comprends. longue. Mais très belle, la tienne. Merci, Donc, merci. j'aimerais ça que la mienne soit aussi hot. Travaille fort Qu'est-ce que là-dessus. Ouais. Moi, sinon, de mon bar, je me suis barré le dos Ben quand non. même de manière assez solide lundi. Là. Ça avait comme été le mix, un gros rush de job, de spectacle du monde que je faisais. Puis, à travers de la fondation, là, il y a eu mon événement qui a terminé. Puis lundi, il a genre tombé beaucoup de neige à Montréal et sur le Québec en entier. Fait que j'ai dû pelleter quelques fois dans cette journée-là. Et à cause de ça, un moment donné, je me suis juste levé de ma chaise dans cette journée-là, puis je me suis barré le dos. Fait que j'ai mal dans le dos Ah là là. depuis. Fait que c'est ça, moi, ma vie. T'es fonctionnel, là. T'as réussi à te rendre mardi au Centre Bell pour écouter, pour aller voir la Ben lutte. ouais. Je suis fonctionnel avec beaucoup d'Advil puis de, Ok. de Tylenol. Fait que je suis comme quand même, j'en pogne beaucoup par jour en ce moment. Ouais, je comprends. Pour essayer de bloquer la douleur. Puis ben c'est ça, gars. Je te supporte là-dedans. J'ai 2 hernies discales dans le bas du dos. Fait que respect. Mal de dos, je le souhaite ça à personne. Absolument Non. pas. Et puis, si vous êtes dans le coin de Québec, sinon, mardi, le 12 décembre, je vais être au Ninkasi pour la soirée Open Mic. Moi, je vais faire le headline à la fin. Donc, si vous êtes dans le coin de Québec, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, venir me voir faire des blagues plutôt que parler de lutte. Hein, et cette semaine, j'ai mis mon chandail que j'ai acheté Wouhou! à la All Elite Blackpool Combat Club Be Real. Parce qu'on va faire un spécial sur la All Elite Wrestling qui était de passage à Montréal, Pierre. Ouais, Et au Centre Bell! au Centre Bell. Et moi, j'ai été le mardi pour voir Collision ainsi que la Ring of Honor. Toi, t'as été le mercredi. Oui, pour voir Dynamite et Rampage qui a été aussi enregistré en même temps. Fait qu'on va faire un épisode spécial sur ça. Mais tout d'abord, première chronique, hein, la chronique du mot de la semaine. La chronique lexique. Lexique. Je sais pas comment on devrait l'appeler. Les gens ils trouvaient ça drôle. Lexique. Fait que ça va être la chronique lexique avec une faute dedans parce que c'est drôle. Fait que le mot de la semaine cette semaine. J'en ai deux, mais qui vont bien ensemble. C'est le mot heel et le mot face. Ah! Alors, c'est quand même simple, l'explication. Fait que heel, c'est un lutteur ou un personnage dans la lutte qui joue le rôle du méchant ou du vilain dans une histoire. Ça, c'est les heels, les méchants. Et face, ben, c'est le contraire. C'est un lutteur qui joue le rôle du héros et du gentil dans une histoire. Le face, le gentil. Fait que nous, on utilise plus souvent méchant et gentil, vu qu'on a un podcast francophone. Mais si vous nous entendez des fois dire « Ah, lui, c'est un heel, ou c'est un face, ou c'est un... » Ou, si jamais il y a un turn, il y a un heel turn, un face turn. C'est ce que ça veut dire. C'est les mots. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre face et babyface? Oui, il y en aurait une à faire entre face et babyface. En fait, babyface, c'est un peu comme un... Comment t'expliquerais ça? Un babyface. Ben, le c'est babyface, quelqu'un qui c'est comme t'aimait malgré tout. Là, le ultimate babyface, C'est c'est comme une coche au-dessus. Tu sais, avoir une babyface, c'est une personne qui a l'air naïf. Pas naïf, mais qui a de l'air un peu inoffensif, qui a de l'air super doux, super gentil. Il va toujours être gentil, peu importe ce qu'il fait. Peu importe ce qu'il fait. Même si des fois il fait des choses un peu méchantes. Non, mais il est de notre bord, il est gentil. Là. Ouais. Regarde-le. Ça reste un babyface, ça reste un face, même si il peut être un... Ah, un autre terme qui pourrait se rajouter à la chronique lexique, ça, qu'on pourrait expliquer, que ça serait tweener. Oui, un tweener. Fait que ça, c'est quelqu'un qui varie entre les deux. Donc, il passe des fois de gentil à méchant à l'intérieur d'un match ou entre deux matchs. Donc, quelqu'un qui joue sur la ligne. Et si on le met en contexte, est-ce que c'est beaucoup plus défini dans la WWE versus All Elite, qui est peut-être plus flou sur ce côté-là? Y a-t-il une distinction à faire dans les deux grosses fédérations principales? Je pense que règle générale, le kayfabe, donc un mot qu'on a appris la dernière fois, est plus fort à la WWE. On essaie de garder, plus fort face à ça. Ce qui fait que heel et face est vraiment plus défini, est vraiment plus genre campé dans chacun des clans. Alors que à la All Elite Wrestling, des fois, on va mettre deux lutteurs méchants un contre l'autre, deux lutteurs gentils un contre l'autre. Ce qui fait que dans ce genre de match-là,
ça vient un peu varier les cartes, brouiller les cartes, qui est vraiment le plus gentil des deux, vu que les deux ont des personnages gentils. Donc, je dirais qu'à WWE, c'est un peu plus clair qui est gentil, qui est méchant. Qu'à la All Elite, je pense qu'ils laissent le luxe aux lutteurs de s'exprimer. On sait également lorsqu'il y a des lutteurs méchants, mais qui viennent dans leur ville, ou qui sont au niveau local, vont quand même accepter qu'ils soient les gentils parce qu'ils deviennent locaux. On a dans cette avec bulle Long Island. Ouais. Exactement. Ce qui fait qu'à WWE, c'est pas nécessairement le cas. À WWE, on va essayer de faire quand même du heat, même si on est dans notre ville natale. Absolument. Donc, ouais, mais bonne explication. Merci, merci Pierre. Et on poursuit avec justement les locaux. Nous, on était les locaux à Montréal cette semaine pour la All Elite Wrestling. Donc, avant de commencer d'être un peu plus précis dans les matchs, je voulais qu'on jase plus de l'ambiance générale qu'on a eue. Comment t'as trouvé ton expérience, toi, Pierre? J'ai vraiment aimé. J'adore ça aller voir de la lutte live. Ça fait tellement différent. On en écoute tellement à la télé que d'être là, d'être présent, ça rajoute quelque chose de le fun. Ça me refait tomber en amour avec ce que j'aime profondément. Je m'aperçois souvent, je me rends compte, je me suis rendu compte mercredi quand j'étais présent au Centre Bell que je me surprenais en fait à regarder plus autour puis écouter l'ambiance que d'être focus sur le match. Surtout les débuts de match qui sont un peu plus lents avant que le momentum pogne. Parce que Montréal, surtout, est une crowd incroyable. Des chants, on va en parler, des chants qui sont tellement stupides, mais de la bonne façon. Puis tout le monde qui était présent sont au courant de ce qui se passe, suivent les storylines, connaissent les lutteurs, sont pas toujours mais pourquoi telle affaire, j'ai pas suivi, qu'est-ce qui se passe là, tout le monde est au courant, puis ça fait une ambiance très synergique, tout le monde est au même niveau de sarcasme quand il y en a, au même niveau de festivité quand il y en a, fait l'ambiance générale est vraiment vraiment le fun. Moi j'ai vécu le mercredi, qui je crois il y avait plus de monde que le mardi. Ouais, il y a vraiment plus de monde. Ben, même moi, avec le mardi, qu'il y avait moins de monde, puis on y reviendra, là. Mais c'est effectivement, je trouve que la foule montréalaise, la foule québécoise, pas juste des gens de Montréal qui sont dans la foule, suivent la lutte, puis ça se sent. Puis, tu sais, on dirait, peut-être une comparaison, sont peut-être un peu plus intenses sur sur la musicalité des chants en Angleterre. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on a une crowd qui ressemble un peu plus à des foules qu'il y a lorsqu'ils vont en Europe, lorsqu'ils vont faire des pay-per-view en Europe, qui est très, très, très engagé, que le but de la foule est d'avoir du plaisir, de se faire son propre plaisir s'ils sont pas capables d'en avoir à travers le match. Alors que des fois, aux États-Unis, selon les villes qu'on est, ou même dans le Canada anglais, selon les villes qu'on est, c'est un petit peu plus terne, ou c'est un peu plus... On sent que c'est peut-être des gens qui suivent ça moins... rigoureusement la lutte, puis là, ça fait juste passer, puis c'est ce qu'on va faire cette journée-là, mais si c'était un spectacle, un autre type de spectacle, on aurait été le voir également, donc on parle plus de casual fans dans ce cas-ci. J'ai l'impression qu'à Montréal, on a vraiment des fans plus hardcore, quand même, puis ça se ressent vraiment, puis je pense que ça s'est ressenti à la télévision. À chaque fois qu'il y a des spectacles à Montréal, on le ressent, WWE ou All Elite, on le ressent, puis ça s'est vraiment ressenti, moi, je trouve, dans les deux soirs, même si de mon côté, le Centre Bell était peut-être plein à 30% maximum. Là. 30% de sa capacité totale ou 30% de la capacité qu'il y avait disponible? 30% de sa capacité qu'il y avait disponible. Oh, quand même, là. Fait que il y avait peut-être... Moi, j'ai évalué peut-être autour de 4-5 000 personnes, le nombre de personnes, puis ça, c'est quand tout le monde était là, parce que, évidemment, on en reparlera, mais plus tard dans la soirée, il y a des gens qui ont quitté parce que les enregistrements étaient tout de même longs. Donc, à la fin, je sais même pas si on était 1000 là, dans l'aréna au complet. Puis, 1000 personnes, c'est énormément de personnes. Là, c'est beaucoup de gens. Mais dans le Centre Bell, c'est très vide. Oui. Donc, fait que dans un point peut-être plus négatif, pour toi, c'est la longueur. Ouais. Moi, la longueur des enregistrements... Surtout, tu sais, moi de mon côté, c'était le Collision qui était le spectacle, la All Elite Wrestling qui était présenté. Et à la base, je sais pas si c'est au niveau de la promotion des spectacles, mais on s'entend que Collision n'est pas disponible sur des chaînes
au Canada. Des chaînes généralistes ou des chaînes... Exact, des chaînes généralistes. Donc, tu sais, nous, on l'écoute parce qu'on on réussit à le trouver d'une autre manière où on est abonné aux chaînes des États-Unis, à TNT directement. Peut-être qu'on le trouve quelque part. Je sais pas. Exact. Donc, mais tu sais, il est pas normalement disponible pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Ce qui fait que c'est normal que les gens suivent un peu moins ce programme-là où il n'y a pas eu d'intérêt. Et dans la promotion, on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur le collégien. On en a vraiment plus mis du côté de Dynamite. Ouais. Ce qui fait que c'était quand même vide. Et au-delà de ça, tout le reste de la soirée, puis qui était probablement la partie la plus longue de la soirée, si je compare à Collision, c'était des matchs de la Ring of Honor, qui, encore une fois, la Ring of Honor, c'est pas quelque chose qui est très connu du grand public. Là, en plus, on n'a pas le côté qu'on connaît les lutteurs, parce qu'on les voit même pas à Dynamite, on les voit même pas dans des programmes, pour la plupart, ou si on les voit très rarement. Donc, ça a fait une longue soirée qui a commencé à 7h30, puis ça s'est terminé à 11h45. Là. Ouais. Puis la portion de Collision a peut-être duré 1h40, mais tout le reste, c'était des matchs de la Ring of Honor qui s'enchaînaient avec des histoires qu'on connaissait pas, qu'on savait pas ça s'en allait où, des lutteurs qu'on connaissait moins. Puis là, évidemment, la Ring of Honor, les lutteurs qui sont là sont un peu plus débutants ou ils ont peut-être ils ont moins la capacité de capter des grands amphithéâtres comme ça. Donc, au niveau de l'expérience et du talent, c'était moins là également. Fait que t'en as eu certains qui avaient de la difficulté là, à travailler dans un contexte comme ça. Pour avoir discuté, il y a quand même des bons points où il y a un Dalton Castle qui a de l'expérience dans ce genre d'environnement-là, puis que lui est capable de shiner quand même au travers d'un Ring of Honor où il y a moins de monde dans l'arena. Il réussit à capter les gens, mais son personnage est incroyable. C'est dans mes préférés gimmicks que personnage. Il y a quand même du positif qui peut ressortir de ça, puis quelque chose de le fun à écouter quand même. Oui, mais Dalton Castle était le meilleur match que les gens ont trouvé dans la soirée. Mais pour vrai, la foule était quand même fair, dans le sens où on aurait pu devenir... vous auriez pu hijacker le show, comme on dit. Là. Exactement. Vous auriez pu être de mauvaise foi, puis complètement prendre over le show. S'en fout. Faire des chants qui n'ont pas rapport, juste pour vous donner du fun entre vous autres, parce que vous n'avez pas de fun à regarder le show. Exact. Mais pour vrai, ça a quand même resté dans le respect, parce on dirait qu'on était déjà moins, puis là, en plus, on était conscient que c'était pas facile pour les lutteurs de venir dans une ambiance comme ça où l'aréna est pratiquement vide. Fait on va pas en plus essayer de les nuire, puis eux faisaient juste un peu essayer d'enchaîner, mais pour vrai, c'était un peu difficile pour moi de mon côté. Fait que le spectacle était peut-être pas le truc que j'ai le plus apprécié. J'ai trouvé l'enregistrement très long, puis surtout que ça n'a pas été midi, là, tu sais. Oui, complètement. Tu sais, on était comme un peu tous surpris, puis tu sais, je me souviens, un moment donné, il restait 3-4 matchs, puis l'annonceur dit il reste encore 3-4 matchs, puis il est rendu 11h, puis on est comme, mais voyons, il reste 3 matchs, puis on était comme un moment donné, il faut que ça l'enchaîne, puis ça devienne un peu plus... C'est des gens qu'on connaisse plus, donc il n'y a pas eu ce côté-là, puis on s'entend, tous les plus gros noms étaient à Collision, donc ce qui restait après, il restait plus beaucoup de gros noms pour la Ring of Honor qu'on connaissait, fait on n'avait pas de raison vraiment de rester... aussi longtemps, avec beaucoup de gens ont quitté, là, puis c'est pas... Sans problème. Moi, je suis resté parce que j'étais comme, je vais le regarder jusqu'au bout, mais je veux dire, un bon 80% de la foule a quitté après, tranquillement, pas vite. Ça a été ça aussi de mon bord, de Dynamite, qui a commencé à 8h. On a eu un dark match au début, Kingston contre Uno, qui est super le fun. Uno, qui est un gars local, fait que c'est le fun de le faire lutter, mais dans un dark match au début, qui est pas télévisé, c'est quand même... bizarre. Après ça, Dynamite commence, mais Dynamite est live. Fait qu'on fait un 2 heures complet. On n'a pas le choix de se rendre jusqu'à 10 heures parce que c'est télévisé live en broadcast. Après, ça a été l'enregistrement de Rampage. Rampage, qui est un épisode de 1 heure à la télé, ça a été comme un enregistrement d'1 heure et demie. Ça s'est comme étiré, ça a été long. Puis après, il y a eu 2 dark matchs avec du monde qui tu sais, c'était Danhausen puis Serpentico dans le premier match. Est-ce que c'est eux qui vont faire que les gens restent pour un dark match rendu à 11h30? Pas vraiment. Puis pour finir, ça a été un 12-man tag team, donc du 6 contre 6 avec certains Québécois, là, 2.0 puis Stu et Uno. Mais ça reste que, est-ce que c'était assez pour rester, pour que tout le monde reste? Il y a plus de gens, moi, qui sont restés après. Parce qu'il y avait plus de monde. Donc, on a l'avantage du nombre. Donc, même s'il y a 2000 personnes qui quittent, ça reste que nous, on était peut-être, je sais pas,
5000, 6000, je sais pas exactement. Ah, j'ai plus que ça, d'après moi. Quand je regardais les images de Dynamite, ça avait l'air vraiment beaucoup plus C'était quand même plein que très plein, puis très, très plein dans la vous étiez capacité plus qu'il y avait. 10-12 000 d'après moi du côté de Dynamite. Sûrement, sûrement. Puis, fait qu'il y avait quand même beaucoup de monde jusqu'à la fin, puis ça paraissait quand même très le fun. Là, je vois que t'as un chandail. Ouais. C'est un chandail que t'as acheté directement, toi, mardi, en étant là. Oui, je l'ai acheté. Puis pour vrai, ça c'est un des autres points négatifs parce que je pense que c'est la même chose de côté. Le côté marchandises, côté merch disponible, il n'y avait pratiquement rien du côté de la All Elite. Pas de choix, en fait. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas les dernières, les nouveaux chandails. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Je pense qu'il y en avait 6-7 chandails au total. Y avait-tu un chandail de Uno, un Québécois? Y avait-tu un chandail de Stu? Non, il n'y avait pas de chandail de Québécois. Il n'y avait pas de chandail du champion. Il n'y avait pas de chandail. Donc, il y avait Blackpool Combat. Il y avait les champions. Ou non, ce ne sont plus les champions par équipe, mais Scissor Me. Avec, champion trio. Exact. Ouais, exact. Le champion trio en ce moment. Il y avait un chandail générique de la All Elite Wrestling. Ouais. Puis, 2-3 autres chandails, mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment plate parce que, puis, je sais pas, la problématique était où. D'après moi, à connaître un peu comment ça se passe, probablement que s'il amenait de la marchandise des États-Unis, puis ça passait par les douanes, devait probablement payer une certaine taxe pour le faire amener. Donc, peut-être que ça a été ils ont donné le contrat à quelqu'un qui est au Canada pour éviter ça, et que cette compagnie-là n'a pas été capable de livrer la marchandise ou a pas voulu prendre trop de risques et a juste fait quelques chandails ici et là. Mais c'était très décevant au niveau de la marchandise qu'il y avait. Quand on compare à un WWE où, quand tu arrives, à WWE, tu as même des chandails spécifiquement créés pour Montréal. Ouais. Moi, je me souviens, je me suis déjà acheté un chandail avec Youpi qui déchire son gilet, un chandail avec le drapeau du Québec, avec un Sami Zayn. Tu sais, des chandails. Welcome to Suplex City avec l'exit de Montréal. Montréal, exactement. Donc, de ce côté-là, tu sens que la machine n'est pas huilée, du côté de la All Elite Wrestling. Puis ça, c'était un gros point négatif que j'entendais tout le monde un peu en parler, qui était très déçu, parce qu'on n'avait pas le même niveau que si tu allais sur le site web et que tu commandais des chandails. Donc, un peu décevant. Puis les prix étaient très chers également. Ben, c'est ça, donc, en plus. Là. Ça avait comme pas beaucoup de sens de les prix qu'il y avait puis le peu de marchandises qu'il y avait. Fait que j'ai quand même voulu encourager le produit avec quelque chose, mais avec les gens qui m'accompagnaient. Je trouve ça vraiment étonnant de la part de All Elite que le côté marchandise soit pas plus exploité ou soit pas plus gros que ça. T'as quand même les Young Bucks dans ton équipe qui, eux, ont été pendant, je sais pas, comme 5 ans avant qu'All Elite existe, là, ils ont été les plus gros vendeurs, peu importe quand ils étaient dans le Bullet Club, même quand ils étaient plus dans les Indies, à New Japan, peu importe, ils ont été pendant longtemps les plus gros vendeurs de merch. Fait que je comprends pas c'est quoi leur marketing, c'est quoi leur c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont derrière, parce que même le look des chandails souvent est pas aussi beau ou est pas aussi le fun que ce qu'ils font à la WWE, mais c'est un goût personnel rendu là, mais j'ai de la misère à comprendre c'est quoi leur côté marketing. Peut-être parce qu'ils font affaire avec Wrestling Tees, qui eux ont une garde-robe complètement différente, je sais pas exactement. Ouais. Dans tous les cas, ça c'est un des points négatifs que j'ai trouvé. Sinon, un point négatif. Dernier point négatif, après ça on va rentrer dans les points positifs, parce qu'il y a quand même des points positifs, c'est juste qu'on voulait passer les points négatifs. On met ça derrière puis on avance. Moi j'ai trouvé ça un peu plate. J'étais quand même bien positionné, puis je pense qu'au Centre Bell, peu importe où t'es assis, tu vois bien en général. Par contre, il n'y avait pas d'écran de diffusion. Des fois sur l'afficheur, l'écran géant qui est au-dessus du ring là, où il affiche les points pendant les games de hockey. Des fois on voyait les matchs qui étaient diffusés là-dessus, mais il n'y avait pas d'autres écrans pour être capable de voir. Fait que si jamais les lutteurs sortent du ring puis vont complètement à l'autre bord, ou au contraire de où moi je suis assis, ben je vois plus rien pendant 1 minute, pendant 2 minutes, pendant 30 secondes, peu importe, je perds un peu le visuel, fait que je perds le momentum, moi personnellement, d'être impliqué dans le match. Fait que ça c'est un côté que moi j'ai trouvé un peu plate. Rendu là, des coûts de production, je sais pas exactement c'est quoi. Il doit sûrement avoir une raison derrière ça, mais moi ça m'a un peu buggé. Ouais, puis nous, de mon côté, il y a même eu un chant là-dessus. Ah, pour de vrai? Il y a il y a eu une partie du match où ça passait d'un des côtés.
Et c'était les gens qui étaient sur le floor du côté gauche qui voyaient pas ce qui se passait pendant un bon 2-3 minutes du match. Et on commençait à crier on voit rien, qu'un chant. Ben, si ils disent en français, c'est dur pour la prod de comprendre ce qu'ils disent. Effectivement, mais tu sais, j'ai quand même fait comme ok, c'est une petite problématique Ok. qu'il faudrait peut-être corriger dans le futur, puis on semble ne pas avoir aussi forte lorsque la WWE vient en ville. Ouais. Donc, bon, ça fait le tour des petits points négatifs. Maintenant, les points positifs. Qu'est-ce qu'on a aimé et aussi préféré comparativement à la WWE? Moi, tout d'abord, j'ai bien aimé que Tony Khan, le booker en chef, le propriétaire de la compagnie, vienne nous parler à plusieurs reprises et remercier le public. Ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Tu sais, on verra pas ça à la WWE, un Vince McMahon à l'époque ou maintenant un Triple H qui va venir entre deux matchs faire hey, merci beaucoup, vous êtes en feu, belle crowd, tout ça. Ça, j'ai aimé ça. Il est venu à quelques reprises nous parler, nous montrer son appréciation, nous remercier d'être là. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est sûr que Tony, c'est pas le meilleur au micro, mais qu'il prenne le temps de venir le faire et de remercier le public. Mais il est sympathique, on l'aime. Puis... Exact. Puis il y avait une bonne réaction. Moi, à Montréal, il était quand même vraiment aimé. Donc, c'est un côté que j'ai bien apprécié, moi, de mon côté. Cool. C'est sûr qu'il y a des feux d'artifice. Je peux pas. Quand des feux d'artifice, tu peux pas aimer ça. Ça fait du bruit, c'est le fun, ça rend les gens heureux. Puis il y en a eu pour le début des shows. Il y en a eu pendant les entrées des personnes principales ou des plus gros lutteurs, plus populaires. Dès qu'il y a des Tu feux te sens d'artifice, pas que t'es. Exact, tu te sens pas que t'es en dessous parce que le spectacle est à Montréal, donc on n'a pas sorti des feux d'artifice comme on le fait dans un pay-per-view, par exemple. Alors que des fois, il y avait des coups de budget au niveau de la WWE, puis je me souviens des Raw, des SmackDown qui étaient à Montréal, qui n'avaient pas de feu d'artifice, rien durant la soirée parce qu'on a décidé d'enlever ça. Là, c'était le fun, il y en avait plein, il y en avait, on pouvait voir, puis c'est tout le temps surtout quand tu l'as jamais vécu, là, voir des feux d'artifice de proche, sentir le feu aussi, quand ça sort en flamethrower. Tu penses pas qu'il fait chaud, mais il fait chaud quand il y a un flamethrower qui part. Tabaslac, oui. Fait que bref, ça c'est le fun, puis surtout pour les gens que c'est leur première fois ou les enfants qui viennent voir pour la première fois de la lutte live, ben c'est le fun à voir, puis ça rend ça plus grandiose. Fait que ça, c'est un point positif. Ça rajoute au prochain point positif la production, même s'il y a quelques petites lacunes, on sent pas que c'est en dessous de la WWE. Les écrans sont grosses, les images sont belles, le son peut être des fois problématique, des fois on entend moins bien. Dans les promos, par exemple. Les promos. Par contre, dans un arena, c'est toujours difficile d'avoir un son clair et si beau. Mais on sent pas que c'est cheap, on sent pas que... Puis ça l'est pas, là. C'est juste que ça aurait pu être ressenti comme ça quand on est habitué d'aller voir un produit de la WWE directement en arena. Puis pas du tout. J'ai vraiment aimé le visuel, le timing, le décorum, le décor, tout ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Ouais, moi, ça se comparait vraiment à WWE de ce côté-là. Puis, une autre chose que moi, j'ai plus apprécié que ce que la WWE fait, c'est qu'il n'y a pas eu de pub entre les segments. Il n'y a pas eu de pub au début du spectacle. La WWE, là, que tu vas voir un de leurs shows, peu importe, il va toujours avoir de la pub. Ouais. Quand il n'y a rien qui se passe. Il pousse, puis il pousse, puis c'est soit de l'autopromotion, soit c'est de la pub qu'on s'en fout. Des fois, là, t'es à Montréal, mais c'est de la pub aux États-Unis qui te pousse parce que c'est juste de la pub qui roule pendant leur spectacle, qui sont habitués de rouler. Puis là, tu fais comme, on est pas capable d'acheter ça. Là, subscribe to Verizon, mais on n'a pas Verizon au Canada. Ça, ou Progressive, t'es comme, je m'en fous de Progressive, genre, c'est même pas disponible au Canada. Alors qu'à la All Elite, j'aimais ça, il n'y en avait pas de pub pendant le show, on se concentrait sur le produit, on se concentrait sur la lutte. Un petit peu d'autopromotion, évidemment. Ben, c'est juste pour faire des rappels de d'autres choses où sur les écrans, tu vois un peu, ils promouvoient le Wembley Stadium, la vente de billets, ou le jeu vidéo de la Fight Forever. Ça, c'est juste normal. Puis pourquoi exact, ça c'est correct, mais c'était pas intense, c'était juste un écran. Puis c'était pas genre, hey, voici une pub de 30 secondes à chaque 10 minutes qui arrive là-dessus. Là. Pour Dynamite, par contre, ce que j'ai remarqué, parce que live, ça paraît plus. À la télé, ça paraissait moins. La Christie de boisson énergétique, la Woo Energy, elle était présente sur les gros écrans là, pendant quasiment tout le long du show. Elle était là. Mais ça dérange. Ils vont pas le souligner. Il est juste là, il est affiché. Fait que c'est pas dramatique, mais on l'a d'en face en tabaslac.
C'est ça. Il n'y a pas de pub qui part ou que les lumières se ferment, puis là, on a un segment de 3 minutes sur le Woo Énergie. C'est ça. À la télé, les pubs vont en picture-in-picture, fait qu'on continue à voir quand même le match un peu dans le petit écran, ce qui fait que live, il y a pas, c'est ça, les lumières descendent pas, puis là, les lutteurs arrêtent de lutter parce que il y a plus de caméra qui est ouverte, parce que ça part en pub. On n'a pas ça. Puis aussi, ces segments-là, souvent, le WWE, tu le sens quand ils arrivent. Ouais, Dans le sens où tu sens match vraiment descend. l'énergie descend des deux lutteurs, des deux lutteuses qui sont sur le ring, alors que j'ai pas senti ça à la All Elite. J'ai Zéro. senti qu'ils en donnaient encore, puis même, c'est presque un point négatif pour le produit télé, parce que des fois, On perd ce qui se certains gros passait- moments pendant la exact. pause. Ce qui se passe pendant la pause, c'est tellement bon, puis tu comprends pas pourquoi à la télé ils ont mis une pause, parce que quand t'es là live, t'es comme, hey, c'est un moment important de Ben, ce le match-là. côté marketing en arrière de ça, c'est que les gens vont continuer à l'écouter en picture-in-picture, même s'ils n'ont plus le son, puis c'est en plus petit. Les gens vont continuer à regarder le match puis à rester intrigués dans le match parce que y a quelque chose qui peut se passer. En début, il y a déjà un pin pendant un picture-in-picture. Je pense que c'est Orange Cassidy. Je parle d'il y a comme 3 ans de ça. C'était arrivé une fois. Puis j'avais entendu beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Moi, j'étais comme, ben, en même temps, ça peut arriver. Ça reste que c'est un match de lutte où le pin peut arriver n'importe quand. Puis c'est arrivé pendant un picture-in-picture, mais ça avait été quand même bizarre. Je pense plus qu'ils vont le refaire. C'est juste pour dire que ça garde quand même le produit intéressant puis intéressé. Ouais. Puis c'est ça, mais c'est le fun quand t'es live parce que tu sens pas Complètement. cette descente d'énergie là. Fait que ça, c'est un point positif pour quand tu vas voir le spectacle. Cool. Puis moi, une autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'était une animatrice de foule qui vient nous parler avant le spectacle. Surtout avant, moi en grande partie, là, ça a été avant. Puis c'était une manière un peu d'hyper la foule. Alors qu'on sent à la WWE, ce qu'ils font, c'est juste, encore une fois, on le répète, mais mettre de la pub, puis qu'il n'y a pas nécessairement un crowd work, qu'on va appeler, là, dans le milieu de l'humour, où quelqu'un qui vient parler, puis qui réagit vraiment avec ce qu'elle voit. Puis nous, il y a eu des bons... Il montrait des affiches, des bons gags d'affiches à l'écran, et on demandait, genre, entre autres, là, une personne qui ressemblait beaucoup à Tony Schiavone, puis sa pancarte, c'était « Est-ce que t'es mon père? » Et qui jouait avec ça, puis que là, l'animatrice de foule a pris le temps de « Hey Tony, regarde l'écran, c'est quelque chose pour toi. » Puis là, ils ont mis un peu en picture, puis les deux ont réagi, puis ça a fait comme une promo en soi drôle où Tony réagissait au monsieur, puis les deux, c'est comme s'ils pleuraient, puis ils étaient contents de se retrouver. Wow. Mais tout ça n'était pas disponible à payer, mais ça a tellement mis l'ambiance pour faire « Hey, on va avoir du fun à soir. Ouais, comme si voici comment c'est réagi. » C'est un show, ça reste un show familial, ou pas familial, mais ça reste un show accessible pour tout le monde, où on va avoir du fun, où on se prend pas au sérieux, parce que la lutte à la base, moi c'est ma lutte préférée, la lutte qui se prend pas au sérieux, moi c'est ma lutte préférée, puis t'as le droit d'être sérieux dans un match, mais prends-toi pas au sérieux, c'est des messieurs en bobette qui se tapent sur le chest, ce genre d'affaires-là, c'est parfait, c'est la meilleure affaire, là. Fait que ça, j'ai vraiment plus apprécié ça que quand je vais voir un show de la WWE où j'ai pas ce sentiment-là. L'animatrice de foule également parlait en français, c'était le fun aussi. On s'entend, elle était plus à l'aise en anglais, mais elle a pris le temps de nous parler en français au départ pour introduire le spectacle, nous remercier. Fait que ça, tout ça, j'ai bien apprécié ça. De la part de la All Elite, c'est ça, ce souci du détail-là qu'ils sont pas obligés de faire, mais qu'ils ont décidé de faire. C'est un peu la même chose aussi à Dynamite, puis je vais en parler plus en détail. On va rentrer en fait... dans le commence avec Dynamite. Dans le Dynamite, ça a été, comme je disais, une ambiance générale super le fun, du début à la fin. J'ai pas senti de descente d'énergie dans la crowd, du tout. Jamais. La crowd a resté là tout le long. Il y a un match qui était le match de Jay White contre Jay Lethal où les gens étaient peut-être moins intéressés pendant le match. Puis là, on s'est amusé à faire des chants. Mais j'y reviendrai. Moi aussi, au début, j'ai beaucoup aimé, c'est Justin Robert qu'on connaît un peu plus, ou les gens qui écoutent l'All Elite connaissent un peu plus, qui était à la WWE il y a quelques années, qui était là aussi au début pour faire du crowd work, pour parler des pancartes, pour un peu parler aux gens, accueillir les gens. Tony est venu au début, fait que on commence le show, puis c'est déjà le fun. L'ambiance est déjà très très haut. Les gens sont excités d'être là. Les gens sont contents d'être là pour de vrai. Ouais. C'est ce que j'aime de All Elite, c'est que les gens qui sont là, c'est des gens qui aiment la lutte pour de vrai. La WWE, j'ai l'impression que il y a un petit pourcentage, puis c'est peut-être pas gros, c'est peut-être un 3, 4, 5, jusqu'à 8% des gens qui sont là, que c'est des gens qui vont aller voir, qui sont curieux, qui c'est des gens qui étaient fans dans le temps, mais qui suivent plus le produit. Puis
puis qui sont pas capables d'apprécier le show ou d'embarquer autant dans le show que des fans qui continuent à écouter le produit. J'aime la précision du 8%, mais je pense que ça a l'air très précis, statistique. T'as fait des recherches, je pense. J'ai fait de mes recherches, j'ai creusé très très loin là-dedans, puis en fait c'est 8.3. Je me suis dit 8.3 le vrai chiffre. Ok, t'as bien fait. On veut quand même rester, tu sais, grand public, on va l'arrondir à 8. 8.34%. Mais tout ça pour dire que les gens qui sont présents pour All Elite sont là pour le produit, ils aiment le produit, puis ils vont rentrer jusqu'au bout. C'est assez rare que il y a que j'entends quelqu'un alentour dire quelque chose de négatif, ou si c'est quelque chose de négatif, c'est surtout dans des rumeurs, ou c'est surtout dans des spéculations qui se passent où les gens, les fans de lutte vont chialer peu importe ce qui se passe, mais l'ambiance est générale, sauf pour justement le match de Jay Lethal contre Jay White. White. Le match était peut-être moins. Les gens sont peut-être moins accrochés à ce match-là, qui est un match pour le tournoi continental. Et il y a eu des chants. Les meilleurs chants sont faits pendant ce match-là parce que c'était Jay versus Jay. Fait que c'est Let's Go Jay ou il y en a trop là, fait que je pourrais pas toutes les dire là, mais OJ, ça a été mon préféré. Quel autre chant qu'il y a eu? Ça, il y a eu un moment donné, c'était Let's Go Jay, Jay Sucks. Let's Go Jay, Jay Sucks. Oui, c'est ça, exactement celle-là que je cherchais. Puis la crowd a eu beaucoup de fun pendant ce match-là, mais pas nécessairement à cause du match. Ouais. Le match était bon en soi. Je pense qu'il y a eu Jay Forever aussi. Jay Forever, oui, comme Fight Forever, mais Jay Forever, c'est exact. mais c'est ça, je veux dire, un moment donné, c'est que tu sentais que tout le monde redescendait. Ouais. Puis tu sentais comme tout le monde cherchait le prochain chant à faire. Puis il y a quelqu'un quelque part qui lançait de quoi, tout le monde riait, puis ça embarquait tout le monde dans le... J'ai essayé de faire un Holy J. Holy J. On l'a entendu. On l'a entendu. On l'a entendu. Puis tu vois, moi, de mon côté, moi, j'étais pas là à la dernière main, moi, je l'écoutais à la télévision. Mais, contrairement à toi, moi, j'ai trouvé que ça l'a aidé, le match, que vous réagissiez comme ça, parce que j'avais l'impression que la foule était quand même investie. Fait que, autant que toi, de votre côté, ça a peut-être fait investi comme... dans les chants plus que dans le match. Mais ouais, mais ça faisait que mais on dirait que ça donnait de l'énergie aux lutteurs quand même, de vous entendre comme ça. Puis, moi j'ai trouvé que le match a été un peu rehaussé comme ça, où ça donnait le goût de l'écouter, parce que la foule réagissait fort. Fait que, autant que pour vous, ça a été une manière de faire « Ah, c'était un petit peu moins bon, on va se faire notre fun », autant pour le produit final qui est arrivé à la télévision, moi j'ai trouvé que ça l'a aidé. Cool. Fait que tout le monde était gagnant-gagnant. Ça, moi j'ai pas pris le temps de le réécouter à la télé. Fait que, mais je serais curieux, je vais peut-être aller écouter des extraits juste pour voir exactement ce que ça donne avec le montage télé. Ben, le montage télé. Avec le montage télé, le découpage qui se fait live et tout ça, puis l'énergie. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que MJF était pas là, était pas présent live. On l'a vu dans une promo, on l'a vu dans un angle, mais on l'a pas vu, on n'a pas eu sa chanson, il était pas là, il était juste pas là. La promo qu'ils ont enregistrée avant son match avec Hangman Adam Page avait été préenregistré. Ça, c'était clairement pas live, il était pas là. Ce que je trouve un peu malheureux, c'est le champion. Ça aurait été le fun qu'il fasse une apparition, qu'il vienne faire une promo. Puis surtout qu'il annonce un match. Le match est annoncé, là, un tag team avec Samoa Joe contre deux Masked Men du clan du démon. Du clan du démon, c'est ça exactement. Là, deux stooges du démon. Fait que je trouve ça malheureux qu'il annonce quelque chose finalement qui se passe pas quand tu le sais que ça se passera pas. C'est pas comme si MJF s'est blessé tout d'un coup, puis il peut pas être là parce qu'il est blessé, puis il faut changer quelque chose, il faut se tourner de bord sur un dissous. Ils savaient d'avance dans le pacing qu'il allait pas être là, puis ils ont quand même annoncé le match. C'est ce que je déplore un peu. On l'a quand même vu, puis l'angle fait avancer l'histoire. Ça s'est passé à Montréal. Fine, c'est correct. On a eu l'entrée de Joe, qui est une entrée que j'adore, là, très, très, très gros pop, mais je trouve ça un peu déplorable. Ouais, puis moi c'est le truc, une des choses que j'aimais le moins à l'époque de la WWE, parce que je trouvais qu'ils faisaient souvent ça, des espèces de fausses annonces, ou tu sais, surtout il y a une partie de la... C'est encore le cas, mais pendant longtemps,
T'avais des Brock Lesnar, t'avais des lutteurs qui étaient pas des réguliers, puis des fois on les annonçait pour finalement qu'il se passe de quoi, puis ils n'étaient plus annoncés. Puis ça, c'est tellement, je trouve, dommage, puis dommageable pour les fans qui sont là présents, que tu leur vends du rêve, qu'ils vont être là. Puis c'est pas grave si tu le fais avec des noms plus petits ou des gens qui sont plus mid-card, low-card. Là, c'est ton champion. Là. Les gens, ils veulent le voir, ils veulent être là. Tu sais, on en parlait de la merch. Il n'y avait pas de merch d'MJF à part son foulard, mais il n'y avait pas ses gilets, il n'y avait rien de... Fait que t'es comme, ben voyons, c'est le champion, il a la ceinture depuis plus d'1 an. Les gens, c'est sûr qu'ils veulent le voir. Il y a tellement un aura de charisme. C'est un tweener, mais c'est ton plus gros annonce-les pas. Présentement. Annonce-les pas. S'il est pas là, annonce-le pas. Fais pas un angle. Dis pas qu'il va peut-être avoir un match, puis que là, ça se passe, puis il arrive jamais. Ça, je trouve ça plate pour les gens qui se déplacent. Ils ont peut-être acheté... Il y a peut-être des fans d'MJF qui étaient genre, moi, je veux le voir là c'est mon lutteur préféré, c'est ma chance de le voir à Montréal. Absolument. Et que là, il arrive jamais, on ne va pas faire de pop, on peut pas rien dire. Fait que ça c'est un genre de booking que j'aime pas, qui m'a fait penser à WWE à l'époque. Puis que c'est rare aussi que je trouve que la All Elite le fait, un truc comme ça. Puis je trouvais ça dommage qu'il se le permette de le faire à Montréal. Ouais. Puis comparé à d'autres lutteurs aussi qui sont super over, au moins qui étaient là. Ce que je veux dire, oui, c'est que ton exemple pour la WWE, elle a été faite en plus cette semaine. Kevin Owens qui était annoncé pour le house show entre Noël et Jour de l'An à Laval, je pense que c'est le 28 décembre. Il a été débooké, puis il a été remplacé par Drew McIntyre. Fait que je trouve ça un peu plate. Qui a été annoncé, ça faisait comme 1 mois qu'il était annoncé pour être présent au house show qu'il va avoir à Laval entre Noël et Jour de l'An. Un show qui est là chaque année, ou en tout cas ça fait quelques années qu'il y a un show à Laval, puis vu que ça va être un show de SmackDown, je crois, ça sera pas un show de Raw, un house show strictement SmackDown, ou l'inverse. Bref, Kevin Owens n'est plus sur l'affiche, ne sera pas présent là, mais il a déjà été annoncé. Puis beaucoup de billets ont probablement été vendus en sachant ça. Ouais. Surtout quand c'est un lutteur local. Fait que bref, complètement. Ça pour dire, une petite critique. C'est correct. On a le droit aussi d'avoir des critiques. Par contre, ce qui est positif à Dynamite, Jon Moxley est over as fuck. Son entrée est le fun. il est plus grand que nature. Il est incroyable, cet homme-là. Il shine. C'est un lutteur. C'est le genre d'homme que tu sais, comme s'il n'avait pas été lutteur, qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa vie? Il fit exactement où il est supposé d'être. Ça tourne part, les gens se lèvent d'un bond. Puis là, tu dis, il rentre par où? D'un côté qu'il va rentrer, il va rentrer pas loin en avant de nous autres. C'était très excitant de voir ça, un des gros moments. Puis ça a ouvert le show aussi, son entrée. Fait que, une bonne entrée. Moi, je pense que si Mox n'avait pas été lutteur, là, il aurait été dans les trucs de claque sa gueule, tu sais. Tabaslac! Ouais. Tu sais, là, des 1 contre 1, il faut juste qu'il se crisse une claque sa gueule. Moxley, je le verrais dans ça, c'est pas été lutteur. Tabaslac! Puis là, il mangerait une claque, puis là, il viendrait en tabarnak, puis il est encore plus grosse. C'était quoi les meilleurs matchs? Les meilleurs matchs à Dynamite? À Dynamite, moi, c'est Swerve contre... Ou à Rampage, là, parce que t'avais les deux. Toi. Oui, mais à Dynamite, je vais passer vite par-dessus. Over par-dessus. T'as une mauvaise translation de l'anglais au français. Je viens du Nouveau-Brunswick, je suis désolé pour ça. I'm sorry for that. La seule province officiellement bilingue. Bref, Swerve contre Mark Briscoe. J'ai adoré parce que Swerve qui a eu un des plus gros pop de la soirée. Swerve est over. Il est un futur champion. Il va être champion dans peut-être pas la prochaine année, mais il va être champion éventuellement. Il est charismatique, il est drôle, il est bon. Prince Nana vient rajouter un peu de stupidité au sérieux de Swerve. J'adore. Va-t-il gagner le Continental Classic? Moi, je pense que Swerve et Moxley vont être en finale. Oh, on a changé la prédiction la semaine dernière. C'est pas ça on était Eddie Kingston contre Moxley. Oui, c'était Eddie Kingston contre Moxley. Fait que. Mais là, attends. Là, Pierre Gastonnier, aujourd'hui, ok, on est le 11 décembre, il dit que ça va être Swerve contre Jon Moxley. Ouais, mais faut pas je suis trop impulsif pour être capable de prendre des décisions qui font du sens. Moi, c'est correct. Je te donne une chance. T'as le droit de changer. Là, c'est rendu Swerve contre Jon Moxley. De toute façon, la semaine prochaine, ça va changer aussi. Fait que, regarde, rendu là. On le sait pas. On va voir. On sait pas. Je te ferai mes prédictions après que le tournoi va être fini. C'est correct, ça? Ah, ça, c'est bon. J'espère que tu vas l'avoir. Mais en même temps, non, mais pour le story
Moxley contre Kingston, ça fait du sens en finale. Bref, le match Mark Briscoe contre Swerve. Swerve est super over. Ils n'ont pas d'histoire ensemble. J'ai checké, j'ai fait mes recherches pour de vrai cette fois-là. J'ai fait de mes recherches. Ils ont lutté une fois dans un Indies qui s'appelle Rev Pro, qui était en équipe, donc les frères Briscoe contre Swerve et un autre lutteur que je connaissais pas, que je me souviens plus de son nom. Mais on le salue. Puis, ils ont pas d'histoire ensemble, ils ont pas de background. Ce qui fait que l'histoire dans le match va être assez straightforward. C'est juste deux personnes qui aiment ça colisser des volets à l'autre personne. Puis les deux ont à peu près le même style de lutte. Fait qu'ils sont un peu techniciens, sont un peu high-flying, sont un peu casse-cou. C'est super intéressant. Puis c'est le genre de match que moi j'aime parce qu'il y a un peu de tout. Un peu de tout ce que je viens de dire. Puis fait que l'histoire du match, en fait, est pas très compliquée. C'est assez straightforward. Qui va être capable de donner une taloche plus fort que l'autre à la fin. Un match qui commence très lentement, qui commence avec des coups pour coups, qui va plier les chines le premier. Finalement, ils vont commencer à monter le pace un peu, puis c'est là que la foule commence à embarquer un peu plus aussi, puis c'est là que on va sentir que ok, mais la fin s'en vient, mais c'est pas encore tout à fait ça. Le meilleur spot qu'il y a eu, c'est Swerve qui lance Briscoe l'autre bord à la barricade, donc Briscoe qui tombe dans la foule. Les deux montent sur la barricade et il y a eu un superplex de fait, ou pas un overhead suplex, peu importe. Ils sont crissés en dehors, sur le parterre. Je sais qu'il y a des petits tapis, là, mais c'est des petits tapis là, épais là, d'1,5 pouce. Ça a dû faire mal en tabarnak, mais un beau spot. Moi, j'ai mal dans le dos en ce moment, fait que je suis Imagine. assis sur une chaise confortable, puis j'ai mal dans le dos. Mais Chris, ça, sur un petit tapis, ça m'impressionne, moi, tout le temps. ça aurait pu être sur un gros tapis, ça reste que c'est impressionnant. Hey, ça aurait pu être sur l'affaire la plus molle au monde, sur genre un lit d'eau, esti, je ferais mal dans le dos en lambda là-dessus. Fait que c'est impressionnant, ce genre de spot-là. Puis c'est les deux gars idéaux pour le faire parce que ils vendent bien, sont intenses. Les deux retournent dans le ring. Il se passe des souplexes. Il y a des coups de coude. Mais tout ça pour dire qu'il y a peut-être 4 ou 5 falsies. Des falsies qui sont des faux finishes où le ref a compté 1, 2, puis juste avant d'arriver à 3, la personne kick out. Kick out. Kick out! Puis il y en a eu beaucoup, mais ça fait un gros build-up jusqu'à temps que Swerve fasse son genre de stomp sur les épaules de l'autre, un genre de Meteora, mais debout. Ouais. Puis Swerve a gagné 1, 2, 3. 3 points de plus pour Swerve. Il arrive à 9, il est à 9 là? Je crois qu'il est à. Non, il en a perdu 1. Fait qu'il doit être à 6. C'était son 3e match. À 6. Je pensais qu'il était à 9. Je pensais que c'est 9 contre 9 en ce moment. Moxley contre Swerve. Je sortirai le tableau pendant ta chronique. Fait que si Jonathan. On le voit là. On le voit en ce moment. Bon, tu me donnes la job de montage. Parfait. Eh oui. Eh oui, je vais vous le mettre. Il va être comme là présentement. Là. Excellent. Fait que, oui, allez voir le match. Ça vaut la peine. C'est un très très bon match avec deux très très bons lutteurs. Ensuite, pour Rampage, le match que j'ai aimé, c'est Danielson contre Garcia. Eux qui ont un peu plus d'histoire. C'est leur 2e match qu'ils font un contre l'autre. Garcia avait gagné. Moi, je l'ai vraiment aimé, ce match-là. Là. Je l'écoutais à la télé, puis c'était très bon. Mais live, ce match-là. On dirait live, ça rajoute une couche de plus. Garcia avait gagné leur premier match qui a donné le nom de Dragon Slayer. Ouais. Puis ces deux... Ça en fait builder même beaucoup Garcia, son personnage. Ouais. C'est très établi à travers cette dernière feud-là où il y avait à décider entre Bryan Danielson, qui était son héros, et Chris Jericho, s'il rentrait dans la dans le clan, si on veut, de la Jericho Appreciation qui est plus basé sur l'entertainment, puis moins exact, sur... le sport entertainment. Puis moi, tu vois, un petit détail que je sais pas que vous avez remarqué, vous live, mais moi, que j'ai trouvé ça super intriguant et intelligent. Garcia, pour la première fois, je crois, revient en petite bobette. Au lieu d'avoir ses longs... Au lieu d'avoir des longs pantalons qu'il avait un peu plus quand il était dans sa phase sports entertainment, là, il revient avec des petites bobettes, comme si c'est pour dire, ok, là, je me pogne contre un bon lutteur
Et un peu un petit rappel de cette dernière feud-là. Fait que ça, c'est un petit détail que j'ai trouvé très intéressant. Je l'avais noté dans mes... Tu l'as noté? J'avais noté, j'avais mis dans mes notes. Puis en plus, pas juste qu'il revient en trunk, mais les couleurs, les patterns sur leur trunk très similaires. Faut noter que Garcia est un gros fan de Danielson. Il est un peu comme son idole, comme son héros, ce qu'il aspire à devenir comme lutteur. Fait que c'est deux lutteurs techniciens qui sont très bons all-around, qui vendent très bien, qui sont très intenses dans ce qu'ils font. Puis c'est un match qui était fluide, qui est facile à regarder, qui est facile à écouter, et l'histoire qui s'en découle est très intéressante parce que c'est toujours Danielson qui fait un move, qui montre à Garcia comment ça se fait, et Garcia qui est capable de le contrer, ou est capable de refaire le même move, ou le faire de façon différente. Fait que c'est tout le temps... C'est super bien booké, ce match-là. L'idole du jeune qui lui montre comment faire, en guillemets, ou qui lui fait une move, et le jeune qui est capable de faire comme je suis capable de le faire, je suis capable de faire mieux. Mais là, Danielson, que le gars d'expérience qui revient avec un autre move, puis c'est du back and forth tout le temps comme ça. Et Garcia, pour se rendre à la fin du match, c'est du back and forth. Je vous invite à aller voir ça. Allez voir, c'est très bon. Il y a de la belle transition aussi là, entre deux moves, c'est tellement bon. Là. À noter que vers la fin du match, pour rajouter à la couche de Sports Entertainer versus Wrestler, Garcia finit par faire son move de danse un peu niaiseux, un peu sexuel aussi. Puis c'est là où Danielson prend l'opportunité de venir lui faire son coup de genou, son Busaiku Knee direct dans la face. Fait que c'est là où je trouve super bon le clash de je fais quelque chose de plus sport entertaining, puis là, pow! Bang! Moi je te ramasse avec mon coup de genou qui est de la lutte là, pure, puis je te fais mal. Et Garcia a kick-out du Busaiku Knee. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont kick-out de cette move-là. Après ça, il y a eu les stomps dans la face et il l'a pris en chokehold. Et Garcia n'a pas perdu parce qu'il n'y a pas tap-out. Il s'est évanoui. Il a passé out. Et ça veut dire beaucoup de choses en lutte. Ça veut dire que il y a un rub qui est fait. Un rub, ça veut dire que Danielson veut monter le lutteur qui est Garcia, veut l'apporter. C'est mal protégé. Le protéger aussi comme lutteur et lui dire hey, t'es un bon lutteur. Tu vas perdre parce que tu vas t'évanouir, mais tu vas pas avoir perdu délibérément. C'est pas toi qui vas avoir ta part. Tu n'auras pas give upé, tu vas avoir resté intact dans ton intégrité de lutteur. Tu t'es évanoui out. Ouais, exactement. Qui est pas la même chose. Qui est pas du tout la même chose. À noter aussi qu'à la fin, Danielson a écœuré un peu Daddy Magic, qui est au commentaire. Ouais. Et si vous écoutez le match, parce que je l'ai réécouté aussi pour me remettre pour voir comment ça sortait à la télé, Daddy Magic au commentaire est incroyable. Il rajoute quelque chose de le fun. Je sais pas s'il veut transitionner vers ça après sa carrière de lutteur, mais il fit. Il est écœurant. Il est intelligent, ce qu'il dit, des fois il est stupide, mais ça a toujours un sens. Il rapporte quelque chose de factuel aussi. Un peu comme Taz va faire, où il vient donner un fait très intéressant, puis il est capable de faire une joke aussi au travers de ça. Fait que, allez voir le match. C'est vraiment bon. Ouais, puis j'ai l'impression là, pour Matt Menard, justement, d'Ali Magic, que le... Papa Magic. On lui donne des opportunités. Ouais, on lui donne des... On y reviendra, mais on lui donne des opportunités pour un peu prendre une place différente, mais continuer de prendre sa place. Ouais. À l'intérieur de la compagnie, on a également une histoire qui se développe avec la division féminine, avec Russo et Kourang. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, on dirait qu'on essaie de vouloir le garder. Puis, si je me rappelle bien, lorsqu'il est arrivé à la All Elite Wrestling, c'est à travers le fait qu'il a appelé Chris Jericho, qu'il a un peu demandé de « Hey, y a-tu une place? On vient d'être libéré de NXT. » Puis il a été amené là. Il a été pris sous l'aile un peu de Jericho. Fait que ça a l'air deux gars, le fun, gentils, qu'on veut leur bien. Puis que j'ai l'impression de leur donner des opportunités au micro, de leur donner d'autres types d'opportunités autres que la lutte. C'est une manière de peut-être faire une transition, comme tu dis, vers d'autres choses. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont appréciés par le vestiaire ou par l'équipe. Puis qu'on veut leur bien. Fait qu'on essaie de leur trouver un autre endroit autre que la lutte et le low card où ils sont présentement positionnés comme lutteurs. Absolument. Fait que c'est ça mes deux matchs pour Dynamite, pour Collision, puis deux très très bons shows en général. Allez écouter ça sans problème. Sinon, toi de ton côté avec Collision. Ouais, ben moi, ça a été bien, mais moi je vous le dis là,
Danielson contre Garcia, c'est probablement le match de la semaine. Ouais. Il y a un très bon match. Allez vraiment voir ça. Là, les deux sommeliers de la lutte, je vous le dis, c'est excellent. À Rampage le 8 décembre. Moi, de mon côté, bon, évidemment, ça n'était pas un show si bon, moi, j'ai trouvé, de Collision et toute cette soirée-là. À noter, moi, j'ai pas écouté Collision, j'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai été mettre la face dans de la boucane à la place, fait que j'ai pas écouté Collision. Ben, c'est bien correct. Mais il y a quand même eu des bons trucs, mais c'est pas des trucs de haute voltige. Mais je pense que si vous êtes fan du Québec, vous allez apprécier parce que un des bons matchs qu'il y a eu, mais qui était plus le fun live que comment il a été présenté à la télévision. C'est le match justement entre Matt Menard et Cool Hand Ang contre la Lucha, les deux lutteurs mexicains à Collision du 9 décembre. Cependant, c'était plus le fun live parce qu'il y a eu beaucoup de montage qui a été fait de ce match-là. Ah, ok. Et quand tu l'écoutes à la télévision, moi je le sais, j'étais là, le match était beaucoup plus long quand on était live. Il y a beaucoup de raccords qui ont été faits de ce match-là. On a coupé également, la foule était en délire lorsque les deux Québécois sont arrivés. Et ça l'a vraiment beaucoup été coupé. Ils ont pris le temps un peu de faire respirer les chants. Un peu comme si vous avez vu le match entre Roman Reigns et Sami Zayn à Montréal, à Elimination Chamber. Eux prenaient le temps de vivre un peu comme à la foule. Il y avait un gros presque 7 ou 8 4-3 minutes au début. On fait juste laisser vivre. Vivre le moment, oui. Exact. Puis il y a un peu ça au début de ce match-là, entre les deux Québécois. Cool. Et les Lucha Brothers. Cependant, à la télé, ça dure 15 secondes. 20 secondes. Okay. Fait on le coupe rapidement. On a quand même laissé les chants olé olé du début, mais ces chants-là ont duré un bon 2-3 minutes. Mais ça a duré 5 secondes à la télévision. Fait on sent que à l'intérieur du pacing du spectacle qui est présenté à la télévision, il y avait un temps restreint pour ce match-là, vu que c'était un match un peu de transition low card à l'intérieur, mais vu que c'est des deux lutteurs québécois locaux, ils ont eu une réaction plus forte qu'anticipée. Si ce match-là avait eu lieu, mettons, à Seattle. Ouais. Est-ce que tu ressentais un... Est-ce que tu voyais les gars étaient émus, étaient contents d'être là? Ils étaient tellement contents et heureux. Tu sentais je pense la fierté. La fierté des deux gars. De comme, on s'est rendu ici, on est au Centre Bell, on se bat devant nos amis, devant notre famille, devant des gens qui nous ont appréciés peut-être à la AWS. Et moi, c'est là que je les ai vus pour la première fois. Tu sentais l'amour du public face à eux. On s'entend, on est un peu chauvin au Québec lorsque c'est des lutteurs qui viennent d'ici. On leur donne tout le temps l'amour, peu importe. Ils sont où dans la carte, c'est pour eux qu'on va prendre. Puis ça crée une situation où le match s'est transformé un peu en un face versus face, alors que normalement, l'équipe des Québécois sont plus les méchants. Ils essaient de tricher, ils essaient d'être... Alors que là, avec les réactions de la foule, il n'y avait pas le choix un peu de les légitimer, mais ça n'a pas fait que les Lucha Brothers sont devenus méchants pour autant. Ils n'ont pas eu le temps de rire, même si ça a été ça à faire naturellement. Ils n'ont pas agi ill et la foule les a pas traités comme des méchants. On applaudissait les deux. On était juste contents que les deux soient gentils, les deux soient bons. Et évidemment, les Lucha Brothers sont très... c'est de la haute voltige, c'est très bon là, ce qu'ils font comme lutte. Ils ont fait quelques beaux spots également à travers le match que je vous conseille de regarder. Notamment un espèce de monkey flip de Zero Miero lance Phoenix sur les deux Québécois en monkey flip. C'est super beau comme move. Les moves où on saute à travers les cordes, mais sans succès, mais un beau truc qui arrive. Leur finisher où ils marchent sur des cordes. C'est super bon. Tous ces moves-là à voir. C'est un peu plus un spot fait de la manière que c'est monté. C'est plus long live, mais de la manière que c'est monté, c'est très spot fest. Et dommage, mais on n'a pas le meilleur chant, je pense, de toute ma soirée. On l'a pas entendu à la télé. Qui était, au lieu de l'appeler Daddy Magic, on a appelé Papa Magie pendant un bout. Et là, Scoop, Pierre, Pat Laprade en a même parlé en disant qu'il avait vu, je pense pas qu'il était sur place, mais je pense qu'il a entendu parler des gens qui étaient sur place et qui trouvaient ça super drôle qu'on l'appelle Papa Magie au lieu de Daddy Magic. Eh bien, la personne qui a commencé ce chant-là, ça, c'est qui? C'est qui? C'est ma blonde. Ah ben non. Wow! C'est ma blonde. Malade. Puis, c'était quand même quelque chose, parce que si vous avez vécu que vous partez un chant, ça se fait super organiquement. Ouais. Mais c'est juste ma blonde qui commençait à crier « Papa Magie ». Et là,
automatiquement, tous les gens qui l'ont entendu autour l'ont repris pour le deuxième coup de Papa Magie. Ça build. Et là, ça en build. dedans de 10 secondes, toute la foule à Montréal chantait Papa Magie, Papa Magie. Et ça a duré un bon 1 minute, 2 minutes. Wow. Je pense que ça a été coupé, ça a été laissé, ou pendant la pause qui a eu lieu durant la diffusion, mais on l'a pas entendu lors de l'écoute à la télévision. Mais à l'intérieur de la foule, c'était tellement un moment d'amour donné, puis t'as senti que ça l'a ému. Ouais, mais c'est ça, j'avais pour dire, est-ce que Matt Menard, il a pris le temps de regarder la foule, il a comme, tu sais, puis c'était pendant le match, là. Wow. Puis il a quand même pris le temps de regarder la foule, tout ça, tu sentais qu'il était ému, puis c'était un super beau moment qu'on leur a fait vivre aux boys, puis qu'ils le méritaient, parce que avec leur longue carrière, c'est quand même tout un exploit de se rendre au Centre Bell quand t'as fait toutes les petites fédérations un peu plus locales, et là, d'être signé dans une grosse ligue. Oui, il faut noter je voulais vous jaser. Faut noter que les deux gars luttent depuis 2004 ou 2005, là, qui sont sur le circuit indépendant, puis qui luttent ensemble. Fait que ça fait quand même là, une vingtaine d'années, 18-20 ans là, qui sont présents. Bon, un peu moins que 20 ans, là, mais quand même un bon bout là, qui sont présents sur le circuit de la lutte. Ah oui, puis ça a été vraiment le fun parce qu'à l'intérieur du spectacle, je pense que c'est au moment où on a décidé en tant que foule que les chants on allait les faire en français plutôt qu'en anglais à cause de ça. Donc toutes les chants qui ont suivi le pas gentil, oui, que vous avez repris également. Pas gentil, c'est bon, là, c'est tout bon. Ça c'est vraiment un bon chant, mais qu'on a commencé à faire par la suite. Donc tout ça pour dire que c'était un bon match live. Orange Cassidy, c'était fraîchement pressé. Oh, fraîchement pressé. Très bon. Sinon, parmi les autres matchs, moi j'ai bien aimé voir Kenny Omega live pour la première fois de ma vie. Je n'avais jamais eu la chance de le voir parce qu'il était pendant longtemps au Japon. Et as advertised, comme publicisé, Kenny Omega est incroyable. Est-ce que c'est le meilleur au monde? Hey, Moi, c'était le meilleur de la soirée, de loin. Le meilleur lutteur de la soirée. Le lutteur, mais tout de la soirée. Une bonne marge. Wow. Et je ne peux pas croire que tu regardes ce lutteur-là et tu te dis pas qu'il est le meilleur ou qu'il est au niveau des main events, des plus grands de ce monde. J'ai aucune misère de dire qu'il est au niveau d'un Roman Reigns, qu'il est au niveau d'un Brock Lesnar avec l'intensité qu'il amène. Okay. Et de le voir live, ça fait juste rajouter parce que tous les petits détails que tu te remarques pas nécessairement quand tu l'écoutes à la télévision, tu peux le voir, là, mais quand tu le vois live, c'est encore plus flagrant. Comme les bombes qu'il prend, le sel qu'il fait après chacun des mouvements pour légitimer l'autre adversaire, ses coups. Les petits regards à la foule, que on s'entend, on était dans un Dynamite où la moitié de la foule, il n'y avait pas personne. Là, c'était les caméras qui étaient là. Puis souvent, les lutteurs, ils vont regarder de ce côté-là en premier pour vendre la caméra, si on veut, au lieu de vendre la foule. Mais Kenny, super intelligent. Alors, il faisait tout le temps un petit sel du côté de la foule avant. Et ensuite, tourner du côté de la caméra pour le faire également. Juste pour que les gens restent dans le match, restent avec lui. Puis c'est tous des petits détails que tu remarques pas, mais quand tu le vois là, t'es comme, quel pro, quel bon lutteur qui comprend qu'est-ce qui se passe dans un ring, qui comprend où sont les gens, comment les faire saliver au prochain mouvement. L'intelligence d'être capable de rallier la foule, mais aussi être conscient que c'est un produit télé qu'on doit vendre à la télé, puis être capable de merger les deux. Là. Oui, puis de le faire aussi fluidement. Ouais. C'est super fluide tout ce qu'il fait. Il a même réussi à faire des petits spots dans un show de Montréal, de normal, mais juste, on enlève le truc de protection sur la barricade, puis on se fait un moonsault là. C'est juste des petits trucs que tu verrais pas d'autres lutteurs faire dans des shows de semaine ou dans un match qui est un peu plus de transition à l'intérieur d'un spectacle. On entend c'était le plus gros nom qui était de notre côté, du côté de Collision. Puis il a vraiment pas déçu. Je pense pas que le match est le meilleur au monde, mais tu vois... C'est ça justement comment Ethan Page, qui était son adversaire, qui est un anglophone de l'Ontario, un gars de Hamilton, je crois. Comment lui s'est porté dans ce match-là, comment il a réussi très bien. Ouais. C'était très bon. C'est un bon lutteur quand même, on va dire. Exact. Le match, il est bon. C'est juste, c'est pas incroyable. Ils ont quand même eu une limite de temps quand même à l'intérieur. Puis il est arrivé aussi, je pense que ça a surpris les gens, il arrive quand même assez tôt dans le Collision. Fait qu'on était comme, ok, ouais, il y a comme pas eu une montée de momentum du spectacle, là, ça aurait pu facilement être un main event parce que c'est Kenny Omega qui est dedans. Puis on aurait laissé un peu plus de temps à ce match-là pour respirer. Cependant, juste le voir là, c'était un échantillon qui était amplement suffisant pour moi pour vous dire qu'il est incroyable, Kenny Omega live. Et si vous avez la chance d'aller le voir,
faites-le parce qu'il était au sommet de sa forme. Il est super bon, puis ça vaut la peine pour... Puis si jamais un jour vous voulez faire de la lutte, là, allez voir comment il travaille. C'est incroyable. J'ai eu cette réflexion-là en écoutant Rampage où la personne avec qui j'étais, on salue Stéphane Deguire, est parti pendant Rampage parce que ça s'étirait comme soirée. Puis je voulais absolument rester pour voir Bryan Danielson. Un peu comme je serais resté pour voir un Kenny Omega, pour voir ces lutteurs-là live. Puis quand tu vois un Danielson travailler live, c'est un peu la même chose que tu remarques avec Kenny. C'est une coche au-dessus, c'est smooth, ça a l'air facile parce que c'est travaillé, parce que c'est réfléchi, parce qu'il y a des répétitions qui ont été faites, parce que c'est des pros et c'est les meilleurs au monde. Fait que je comprends exactement où tu te trouves avec, face à Kenny Omega. Ouais, puis ça m'amène à l'autre match que j'ai quand même apprécié, puis je vous recommande, Danielson versus El Idolo Andrade, qui était notre main event, nous, du côté de Collision. Et là, ça c'est surprenant parce que comparativement à l'autre match des Québécois où j'ai plus apprécié ça live qu'à la télé, celui-là, j'ai moins apprécié live, mais quand je l'ai réécouté à la télévision, j'ai mieux apprécié ce match-là parce qu'il y a beaucoup de sell un peu close-up qui se fait et qui fait que quand tu le regardes avec un œil de caméra en grands écrans, évidemment, comme tu as expliqué, on voit pas ce qui se passe quand c'est des close-up, quand c'est à l'extérieur. Fait que tu vois juste regarder un produit. Mais le sell a aidé à vendre la blessure, a aidé à vendre un peu la difficulté que Bryan avait à l'intérieur du match de vendre son eye patch qui allait pas bien, son là. Puis comme on en a parlé la semaine dernière, je pense qu'effectivement c'est un work, tout ça. Parce que de l'avoir vu live, clairement, il n'est pas blessé pour vrai à l'œil, même si c'est ce qu'on vend présentement du côté du kayfabe. Mais live, ça semblait juste un peu manquer de rythme. OK. Puis, il y a aussi eu du montage de ce match-là, que moi j'ai remarqué. La version que j'ai vue à la télé n'était pas la même que j'ai vue live. Donc, on a certains éléments, on les a changés. Puis on a surtout enlevé un long moment où, clairement, dans live, tu voyais que Bryan s'ouvrait avec une lame de rasoir. Mais à la télé, on a coupé carrément ce moment-là pour juste, il est ouvert. Fait que, à la télé, je pense que ça l'enchaîne de, il reçoit un coup, il est ouvert. Aussi vite que ça, that's it. Aussi vite que ça, mais dans les faits, il est comme lancé à l'extérieur, prend le temps de tu sais. Fait que ça l'a aidé au rythme du match, mais quand t'es là live, tu le vois pas, puis tu sentais un peu un manque de synergie au départ entre Andrade et Danielson. Mais quand j'ai regardé live, j'ai dit, ah non, c'est juste que Bryan vend quelque chose, mais qu'on le remarque pas quand t'es dans les estrades de loin. Puis t'as pas de gros écran pour être capable de voir quand t'es live. Exactement. Exactement ce qui se passe avec les cells. Ouais. Exact. Puis lorsqu'il a enlevé le eye patch pendant la télé, ça, j'ai trouvé ça dommage parce que ça a fait un gros, comme, un peu un pop de « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Il a enlevé le eye patch quand on l'écoutait en live, là, justement, au Centre Bell. Mais ça a été fait durant la pause. Pour Collision. Fait que dans le picture-to-picture, c'est là qu'il a enlevé le eye patch. Puis ça, je te dis, tout ce bout-là était en raccord parce que c'est pas exactement cette série d'événements-là, mais ça a été mieux monté à la télévision que comment ça s'est passé live. Puis là, si vous voulez vraiment voir une petite erreur de raccord, je conseille à la fin de cette pause-là, où il enlève le eye patch, tu vois une erreur de raccord où ce qui se passe dans le ring à l'écran, puis quand ça revient en gros plan, ils sont pas au même endroit. Ah, c'est drôle ça. Mais bon, on continue d'enchaîner. Ça arrive, mais juste pour vous montrer qu'il y a eu quand même pas mal de montage qui a été fait, mais ça l'a aidé, je pense, le pacing du match, ce montage-là. Évidemment, bon, les chaînes de pas gentil, lorsque il met les doigts dans les yeux, il essaie d'ouvrir la coupure que Bryan s'est fait. Puis il y a une fin quand même le fun avec Andrade qui gagne, le 1, 2, 3, après avoir vraiment attaqué l'œil tout le long. Ça aussi, ça a plus d'impact avec des gros plans. Mais ce que j'ai aussi apprécié, tu sais, quand on dit que Tony Khan joue sur la forme, sur les nouveaux codes pour essayer de nous faire voir que c'est peut-être des vraies blessures, qu'est-ce qui arrive. Et là, ça a encore été fait avec Andrade qui, à la fin du match, va faire comme s'il était inquiet pour vrai, pour Bryan. Tu sais, le match se termine, et t'as Andrade qui va voir Bryan puis qui est comme, t'es-tu correct? Puis tu sens que c'est pas jouer dans un personnage. C'est comme si Andrade, la personne, va voir Danielson, la personne. Exact. Puis ça, c'est juste pour vendre la blessure. Donc, c'est encore une fois une manière de vendre les codes parce que si on aurait fait ça à la WWE ou dans un autre tour, on aurait fait OK, moi, il est vraiment blessé pour vrai. Puis c'est l'impression que ça donne.
Sauf que quand tu le regardes live, tu le sais que c'est un... qui s'est ouvert lui-même. Tu l'as vu se couper, tu l'as vu se blader. Exactement, mais avec le montage, tu le vois pas, puis ça, c'est joué sur les codes, c'est une manière de rendre la blessure de Bryan Danielson plus crédible, plus réelle. Et là, t'as les gens du Blackpool Combat Club qui arrivent, qui viennent un peu, hey, va-t'en, laisse-les tranquille, avec là, on joue un peu plus sur l'histoire, puis évidemment, le prochain match, c'est Claudio Castagnoli contre Elidolo Andrade, donc l'histoire va continuer de s'écrire de cette manière-là. Il va vouloir défendre son ami du Blackpool Combat Club qui s'est fait blesser. Puis également, dans la chaîne, si on veut, des événements, moi, Collision, c'est mardi qui est enregistré. Oui. Mais c'est présenté à la télévision le samedi. Absolument. Alors que Rampage, c'était le mercredi, mais c'était présenté le vendredi. Donc, le match que tu as vu entre Bryan Danielson et Garcia il a été fait après. a lieu avant. Elle est fait après, mais il est présenté avant. C'est ça. Fait que s'il avait été vraiment blessé, il aurait pas pu lutter le lendemain. Exactement. Mais là, vu que les enregistrements comment sont montrés, fait que c'est vraiment pour vous. Si jamais vous avez peur que Bryan Danielson est blessé, inquiétez-vous pas, il l'est pas. C'est un work présentement. Ce qui se passe, c'est pour vendre une manière de légitimer ses défaites, tout ça. Mais c'est bien fait. Je l'avais calé. Oui, tu l'avais calé. Tu l'avais calé. Fait que bravo Pierre. Là-dessus, ta prédiction a eu lieu. Et tu l'avais pas changé en plus. Non, celle-là, je te restais dessus. Fait que bref, je vous conseille ce match-là qui était meilleur à la télévision que live. Fait que comme quoi, hein, ça me fait un peu penser quand j'avais été voir un WrestleMania, le match Reign contre Lesnar, qu'on l'avait zéro écouté pendant le WrestleMania. Puis quand je l'avais réécouté à la télévision, j'avais trouvé que les close-ups, justement, avaient amené un niveau d'intensité plus bonne, plus grande dans ce match-là. Ouais. Je me suis un peu senti de la même manière. Fait que comme quoi, des fois, ce qu'on vit dans la foule versus ce qui se passe à la télévision, ça peut avoir quand même des petites différences. Puis on voulait vous en jaser parce que c'est ça aussi la lutte. C'est ça l'analyser en tant que sommelier. Ouais. Et autre bon match que moi que j'ai aimé, c'est Castagnoli contre Kingston qui a également eu lieu à Collision. J'en parle brièvement si jamais vous voulez l'écouter. C'est un des bons matchs. Ça révolutionne pas, mais il y a une belle intensité qui a eu lieu aussi dans ce match. Très cool. C'est ce qui complète notre épisode de notre appréciation de All Elite Wrestling à Montréal Live. D'après moi, ils ont été contents parce qu'ils ont annoncé le lendemain qu'ils allaient faire un spectacle à Québec en mars prochain. Québec. Et à Ottawa. Exactement. Donc, il va y avoir une tournée canadienne et ils ont annoncé la date de Québec et d'Ottawa. On va voir si la réaction va être aussi forte. Absolument. Et on va voir si jamais peut-être qu'on décide d'y aller. On va voir. On en rejase un peu plus tard. Je sais pas. Moi, je viens d'Ottawa à la base, fait que ça se pourrait que ça fit bien avec aller voir ma famille, puis peut-être aller faire un petit cours là-bas, puis on verra si on se déplace un mercredi à Québec. Moi, je le fais souvent pour les spectacles, fait que ça me fait pas peur. Non, 5 heures de route, aller-retour. Bébé fafa. Et vous, si vous avez été là, je pense que j'ai vu quelques personnes qui écoutent. Je pense que j'ai vu Philippe, qui nous a déjà écrit, qui écoute le podcast. Je l'ai vu dans la foule, moi, de Collision. On s'est dit des petits allos. Fait que si vous étiez là, présent, live, est-ce que vous êtes d'accord avec notre analyse? Est-ce que vous avez senti la même chose? Nous, on n'était pas sur le floor, les deux. Si vous, Philippe, je sais que tu étais sur le floor. Si jamais ça tente de nous donner ton avis là-dessus, n'hésite pas à nous écrire en commentaire. Sinon, n'importe qui, écrivez-nous comment vous êtes senti. C'était-tu votre première fois versus la WWE? Comment vous avez apprécié ça? Partagez l'épisode, abonnez-vous également, continuez d'en parler à vos amis. Continuez de nous encourager, nous autres aussi, on continue de s'améliorer, on continue de faire avancer le podcast. Moi, j'ai beaucoup de fun à faire ça. J'ai beaucoup de fun à jaser de lutte. De toute façon, on en jaserait pareil de lutte. Fait que si vous êtes capable d'embarquer dans la conversation avec nous, c'est encore plus le fun aussi. Fait que, puis je voulais donner un petit shout-out que j'ai oublié, mais le visuel, on a eu beaucoup de bons commentaires sur le visuel des sommeliers de la lutte. Et c'était réalisé par Ariane Famlar. Alors, merci Ariane, c'est une amie humoriste. Je pense que tu la connais bien, toi aussi. Un peu. Elle habite chez nous, ma coloc. Bon, exact. Fait que un gros merci à Ariane pour le beau visuel qui plaît, je pense, à quelques personnes. Ouais. Fait que des belles photos, tout ça. Et on vous revient, nous, dans quelques jours, dans 3 jours, le 14 décembre prochain. On va faire un épisode un peu plus régulier sur le reste de la semaine. Et qui sait, peut-être des chroniques nostalgie. Peut-être des chroniques... Ça l'a vieilli comme un bon vin. Donc, on vous parle de ça. On se voit dans quelques jours. Bonne fin de journée. C'était Max Perriard ainsi que Pierre Gastonguay. Ciao, ciao.